Quand tu parles de du coup, tu as commencé ta vie d'artiste peintre en bouche à oreille. Ouais. C'est hyper intéressant parce que maintenant, à l'heure actuelle, on te dirait: «Bon, il faut que tu fasses un site internet, que tu crées des réseaux sociaux, que tu fasses par là». On dit rarement: «Fais fonctionner ton réseau». Comment tu t'y es pris? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, bah, justement, il y a cette question de légitimité et quand tu te présentes devant un client, bah, parfois on te prend un peu pour une rigolote, une artiste quoi, qui est chez Pair, de comment en tant qu'artiste, je peux aussi, gagner ma vie. Parce que, ben, je suis personne, mes tableaux, ben, c'est pas encore, ils sont pas reconnus pour l'instant. J'ai pas de cote, je suis pas, entrée en galerie. Aujourd'hui, je suis entrée en galerie, mais Bienvenue dans Rise Sister, le podcast des femmes entrepreneuses en France et partout dans le monde, qui veulent créer leur business et leur vie selon leurs propres règles. Ici, on parle vrai, on parle entre sœurs, on s'élève ensemble, on déconstruit, on ose, on explore avec un objectif: réinventer l'entrepreneuriat au féminin. Un entrepreneuriat où l'ambition ne rime plus avec se cramer et où le leadership ne signifie plus écraser les autres. Je suis Jasmine. Et moi, c'est Elisabeth. Et ensemble, on a créé Rise Sisters Communauté. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, avec Jasmine, on bonjour. reçoit Bianca. Bonjour Bianca, bonjour Jasmine. Salut. On va vous faire découvrir Bianca tout au long de Mmh. l'épisode. Alors si on a voulu avoir Bianca aujourd'hui, c'est parce que son profil, son état d'esprit, sa façon d'être et sa façon de vivre nous inspire beaucoup et inspire beaucoup les Rice Sisters. Bianca, tu vas nous parler de tout ça, mais dans la préparation de cet épisode, une chose nous a marqué, c'est que tu es artiste, tu es peintre, mais tu ne l'as pas toujours été. Tu as beaucoup travaillé pour pouvoir arriver là où tu en es et je parle pas de la technique, je parle de que c'est un chemin sur lequel tu as activement travaillé depuis très, très longtemps et tu as aussi un esprit d'entrepreneur et ce mix-là, il est juste explosif et voilà pourquoi on Dynamique. voulait vous présenter Bianca. Bianca, est-ce que tu as toujours voulu être peintre et artiste? Est-ce que c'est quelque chose, qui est là depuis toujours? Eh bien non, effectivement, je savais pas trop que j'allais être peintre. J'ai commencé du coup, en faisant, une école de commerce, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et j'aimais bien tout. Donc faut choisir et je me suis Mmh. dit qu'au moins, l'école de commerce pourrait me rediriger ou en tout cas me donnerait les bonnes clés aussi, par la suite, si je voulais faire autre chose. Et j'ai pas eu tort parce que finalement, effectivement, en tant qu'artiste aujourd'hui, ça me sert beaucoup et comment l'art est venu en fait, me chercher parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est pendant le covid, je me suis mise un petit peu à peindre, bah, je pense comme tout le monde essayait certainement de trouver des occupations qui changeaient un peu de ses habitudes, et je pense on s'est beaucoup ouvert l'esprit d'ailleurs pendant cette période et ça a fait beaucoup de bien aussi, malgré que ça nous ait aussi beaucoup renfermés et ça a dû peser. Mais je pense que tout le monde s'est découvert un peu des nouvelles passions et en tout cas moi ça a été le cas, ça a été très révélateur et l'art a été très, ça a eu une force, assez salvatrice chez moi parce que j'étais pas, très bien dans ma vie et en fait, je me suis mise à peindre assez régulièrement pour me faire du bien parce que j'avais remarqué que quand je peignais, j'oubliais un peu tout, j'étais déconnectée, je suis quelqu'un qui adore les réseaux sociaux et qui est même très addict, on va dire, à ça, hein, comme, beaucoup de gens de ma génération, je pense. Mais, et peut-être aussi plus des gens de la ville d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis très active, j'adore regarder ce qui se passe, j'adore faire des stories, parler, gna gna gna, voilà. Bon, je suis pas influenceuse du tout, mais, voilà, ça avait quand même une grande partie dans ma vie et le problème, c'est que ça a eu un revers très négatif puisque je voyais la vie des autres. Quand moi, j'étais pas heureuse, bah, je me rendais compte que les autres étaient super heureux et moi, je l'étais pas du tout. Mmh. Donc c'était aussi ce moyen pour moi de me dire: «OK Bianca, là, tu es seule et tu vas apprendre à être bien seule, parce qu'en fait, il y a pas à être, dans un état de panique parce que tu es seule. Ça va aller», donc je m'étais mise à peindre de cette manière-là
Et en fait, j'ai créé, une première toile que j'ai appelée Supernova et je savais pas pourquoi, j'aimais le mot. Donc parfois, j'ai des trucs comme ça, j'aime le mot, ben, je l'utilise ou je le mets quelque part et là, je lui ai donné donc ce nom. Je l'ai titré de cette manière et en fait, cette supernova, je me suis mise à la reproduire plusieurs fois, de différentes manières et je l'ai faite aussi en body painting sur quelqu'un. Et en fait, quand je l'ai faite en body painting, je me suis dit: «Quand même, il faut que je comprenne la signification parce que je vais la partager avec quelqu'un». Donc ça sort de ma simple, utilité à moi. Donc je suis juste allée re-regarder la définition de supernova et là, je vois que c'est une étoile qui implose, bon, je savais que c'était une genre d'explosion d'étoiles, mais là, du coup, je me dis: «Waouh!» En fait, j'ai peint ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai peint mon implosion et donc pour moi, toutes ces formes que j'avais créées parce que la supernova, c'est vraiment, une œuvre, heu, qui est très abstraite et en fait, c'est plein de formes colorées qui se touchent et qui sont délimitées par une ligne blanche. Donc du coup, les formes étaient les expériences, les couleurs, les émotions et cette ligne blanche, en fait, c'est la ligne de la vie qui donc reconstruit un peu tout ce qui se passe et en même temps, bah, parfois on vit des choses avec des émotions et cette expérience-là va toucher une autre expérience et c'est aussi ce qui va créer un fil conducteur dans la vie et voilà. Donc pour moi, ça avait en fait pris un sens énorme et je me suis dit: «Waouh» et en fait, je vais peindre cette supernova sur quelqu'un, mais ça va être sa supernova à elle et pendant que je vais la peindre, je vais la questionner sur sa vie et en fait, elle commencera, nue et elle finira œuvre d'art de sa vie parce que c'était pour moi, devenu très logique. C'était le but de ce body painting et en fait, je me suis dit: «Mais tout le monde a sa supernova en soi» et donc voilà, supernova m'accompagne, c'est un peu ma petite fée, clochette, protectrice, qui est un peu le début de mon initiation dans l'art et dans la peinture. Ce que j'entends, c'est que Qui la peinture, ça a presque été un retour à toi, en fait. Ouais, complètement, donc Il y a de la poésie dedans, il y a du toi. Quand Ouais. tu parles de ça, c'est plus école du commerce, quoi. non, c'est vrai que j'étais, donc je travaillais dans l'import-export, dans les transports internationaux et j'adorais mon métier. J'ai fait ça pendant 5 ans et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé à vouloir donner un sens à ma vie, et que je me suis dit: «OK, je vais envoyer un peu, bah, sur la peinture» parce que j'étais allée voir donc le film de Simone Veil au cinéma et cette femme, elle m'a vraiment touchée dans le fait qu'elle ait dédié sa vie entière à aider les gens, en fait. Et moi, quand je me suis vue dans ma situation où je remplissais des conteneurs et où j'ai des personnes, oui, de temps en temps, je donnais une pièce à des mendiants ou voilà, je suis serviable, donc j'ai aidé les gens quand je les voyais en difficulté, mais je faisais rien qui avait un impact réel et en fait, ça a pris une place très importante et je me suis dit: «OK, il faut que je fasse quelque chose qui va aider à changer le monde» et je suis partie un peu dans cet esprit-là, en fait, dans la peinture en me disant: «OK, la peinture m'a aidée, donc est-ce que ça pourrait aider d'autres personnes?» Mmh. et je me suis dit que j'allais peindre pour transmettre des messages positifs, de l'amour, de la paix, du bonheur et je me refuse d'ailleurs à peindre des scènes qui sont difficiles ou qui sont, angoissantes ou même, mes mauvaises émotions, j'ai pas envie de les peindre. Je préfère aller courir, aller parler à mon psy, parler à mes copines et me défouler, de quelconque manière pour, laisser, partir ces émotions-là, mais pas les transmettre dans mon art parce que mon art, j'aimerais que ce soit la pièce que vous aurez chez vous et où vous vous direz en la regardant: «Ben, waouh, elle m'inspire, ça fait du bien, ça me donne du peps, ça me donne de l'amour», quoi. C'est C'est explosif. Ouais, Mmh. mais c'est même Grave. beau, enfin, quand tu nous partages le body painting, moi, j'ai vraiment envie que tu me fasses ma supernova, personnellement. Quand je t'entends, je fais: «Ah ouais, je comprends, en fait, ce que j'ai vu» et c'est tellement beau que, du coup, j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu partageais juste avant. En off, pendant, l'écriture, de ce podcast, tu nous as partagé que tu as compris que si tu étais une mauvaise personne, tu allais te détruire toi et détruire ta vie et que le cercle vertueux, c'est de faire du bien aux autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment cette prise de conscience, elle a sculpté du coup, ta vie par la suite? Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que je pense que
pour penser de cette manière-là, il faut vivre aussi, ces tourments et en fait, j'ai eu une vie de famille très compliquée, très violente et avec, aussi beaucoup d'abandon, de la part Ouais. de mon papa et donc en fait, j'ai vécu, tant de traumatismes qui ont fait que, toute mon enfance et mon adolescence, je me suis façonnée en étant, un peu le reflet de ce que mes parents, m'ont transmis et donc je me suis mise à devenir violente, méchante, et puis ma manière de penser aussi était mauvaise. C'est et ce qui est terrible, c'est que moi, je m'en rendais compte, je savais que c'était pas bien et en fait, j'enrichissais cette haine qui était en moi. J'étais suivie par un psy, alors à l'époque, c'était un psychiatre, et effectivement, il me disait, il me rassurait: «Mais tu sais Bianca, tu es une bonne personne, tout ce que tu vis, c'est pas normal, ce qui se répète, c'est normal vis-à-vis de ce que tu vis, mais en fait, OK, mais j'ai pas envie de le vivre, j'ai pas envie de le transmettre, j'ai pas envie d'incarner, tout ça». Et je pense qu'il fallait quand même accepter que ça se passe. Il fallait que je fasse mon adolescence, de cette manière-là, j'avais pas les armes, j'avais pas les forces et c'est tous ces moments-là qui me les ont donnés finalement, parce que je me suis pris des sacrés murs, je me suis pris des sacrées baffes, par la vie, hein, parce que mon comportement était pas bon et c'est vrai que, je me suis toujours dit: «OK, plus je vais être mauvaise et plus, les situations, vont se détériorer, en fait, c'est vraiment, tu t'en rends compte très vite, finalement et c'est à toi de te dire: «OK, je prends cette prise de conscience et j'essaie de changer les choses» et c'est vrai que j'ai toujours eu cette force de me dire: «Je veux que ma vie soit mieux, je veux être cette personne-là, je veux, pouvoir, m'échapper, m'évader, je veux être quelqu'un de bien» et donc je me suis c'était assez ambivalent parce que je savais que je détruisais beaucoup et en même temps, je voulais être le bien et j'y arrivais pas. Mais je pense que le fait juste de l'avoir en tête, de juste me dire pendant toutes ces années: «Je veux être le bien», c'est un peu ça qui a permis qu'un jour, j'y arrive. Mmh. Parce que je devais mettre en place des petits trucs. C'était léger, hein, au début, c'était très léger, mais j'arrivais à changer quelques aspects et finalement, en fait, ça a fait l'effet boule de neige et ça s'est complètement, balancé de l'autre côté et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une trop grande conscience du fait qu'il faut que, je sois très attentive à faire le bien autour de moi et j'ai une hypersensibilité qui est parfois très difficile à gérer aussi parce que ça peut être envahissant, ça peut être très, très bénéfique et ça peut être parfois, dur aussi parce que je me dis: «OK, là, j'ai mal fait, faut pas, faut que je change, et puis est-ce que, j'ai pris la bonne décision?» et cetera mais c'est un travail et je pense que quand on dit que c'est un travail d'une vie, c'est vrai Mmh. et plus j'avance donc là, aujourd'hui, j'ai 30 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis: «Bon». Chaque fois qu'on m'a dit: «C'est le travail d'une vie, nanani nanana», oui, j'ai compris parce que j'ai encore beaucoup de travail, j'en aurai toute ma vie et je pense que voilà, nos tourments, on les aura toute notre vie, surtout quand on a eu des traumatismes, et peu importe qu'ils arrivent tôt ou tard, en fait, à partir du moment où tu as des traumas, tu vis avec. Ça t'ouvre des portes de sensibilité, tu le sais. Donc accepte-le. Dans les moments où c'est difficile de l'accepter, dis-toi que tu vas le traverser, c'est pas insurmontable. Mais et puis de toute manière, après les tempêtes, le soleil revient. Donc la Yes. clairvoyance, viendra calmer, ces tourments et voilà. Est-ce C'est est-ce que je peux revenir sur un moment parce que du coup, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, que tu as partagé, qui parlera beaucoup à d'autres, c'est de passer d'une vie où, qui s'est un peu acharnée à, reprendre le pouvoir, retransformer les choses, retrouver ta voix. Donc j'imagine ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes que je vois ou autour de moi ou que j'accompagne, ont du mal à passer de, voilà, c'est la vie, cette espèce de fatalisme, de, de déterminisme, ça m'est arrivé donc voilà, je suis limitée, je peux pas passer outre, c'est la vie qui est comme ça, c'est les autres qui sont comme ça, à OK, ça m'est arrivé mais ça me définit pas et au con j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que tu l'as transformé en force. On peut dire ça ou pas?
Ouais, carrément, hein et aujourd'hui, je remercie, ces nombreuses années, difficiles parce que je serais pas, la femme que je suis devenue, et je suis fière finalement de et d'ailleurs mon conjoint me le dit toujours, il me dit toujours, «Tu as une facilité à transformer les problèmes en solutions» Mmh. et bah, je m'en rends pas compte, mais je pense que j'ai travaillé sur mes problèmes, à les transformer en me disant: «OK, ça va pas, mais ça peut aller». Et donc en fait, c'est vrai que maintenant, c'est devenu un automatisme et comment j'en suis arrivée là? Je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont énormément aidée et je pense que ça aiderait n'importe qui. La première, c'est que j'ai beaucoup parlé. D'ailleurs, je parle beaucoup, hein, je me vante. J'adore parler. Donc je faisais, des séances de psy, je parlais à mes amis, beaucoup à mes amis d'ailleurs. J'ai beaucoup parlé aux animaux parce que j'adore les animaux et en quelque sorte, bah, lui, il peut t'écouter. Tu peux parler à volonté et je pense que c'est vraiment très important et pour n'importe quelle situation, la communication, c'est la clé de tout OK. et la Mmh. deuxième chose qui est beaucoup plus introspective du coup, j'ai beaucoup écrit Mmh. et du coup, en fait, écrire, tu te permets beaucoup de choses. Tu es pas jugé, à part ta petite voix dans ta tête, mais du coup, tu arrives à la dociliser et lui dire: «Écoute, là, en fait, j'ai besoin d'écrire donc laisse-moi parler» et justement, ta voix, tu arrives aussi à l'appréhender et ensuite, ben, elle change dans ton quotidien et elle te juge moins. OK. Ouais, c'est des super outils OK. parce qu'effectivement, tu gardes pas les choses à l'intérieur. Ce que tu gardes s'imprime. Du coup, tu as fait en sorte de Oui. pouvoir l'exprimer, du coup, de le laisser partir sans le refouler. Ouais et puis pas hésiter à partir dans un endroit où il y a personne et crier très fort. Ça Ah oui. fait Oui, beaucoup de ouais, ça fait du bien, hein. Ouais, bien sûr. il faut s'autoriser les choses un peu folles qui se passent dans sa tête, en fait, je pense. Et c'est Parce il y a rien de fou aussi, en soi, à crier, à aller dans une pièce et de se dire: «Bon, bah, je libère, en fait, tout ce qui est à l'intérieur de moi, là, ça suffit». Donc faire du c'est sport, courir f très vite, enfin, il y a plein de manières, hein, de mais il faut que ça sorte, il faut pas le garder. Puis tu parles de connexion, tes amis, les gens, enfin, tu t'es jamais laissé j'ai pas l'impression que tu t'es laissé partir seule, en fait, tu t'es entourée. Ouais, 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 mais le problème, c'est que du coup, soit on m'aimait, soit on me détestait. C'est pas Mmh. j'étais jamais le juste milieu et c'est encore un sujet aujourd'hui parce que ma personnalité, soit en même pas, je prends pas les choses non plus avec des pincettes quand je parle aux gens, je suis très spontanée et c'est vrai que, ben, ça fait partie de ces trucs où je me dis: «Bah, voilà, quand je suis spontanée comme ça, parfois je me réalise pas que ça peut blesser» et finalement, pour moi, c'est dans ma tête, je me dis plus que ça va aider si je dis franchement les choses et bah, non, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas pareil donc Mmh. voilà, c'est Ouais. faut toujours trouver le juste milieu, mais le juste milieu finalement n'existe pas et donc ben, ouais, il faut accepter aussi de faire des erreurs et de se dire: «J'essaie déjà de faire les choses pour moi, pour me sentir bien et puis, bien m'entourer», c'est très important. Que les gens soient au courant de qui tu es pour aussi te respecter, et si tu en fatigues certains, ben, c'est qu'ils avaient peut-être pas les épaules, mais je suis entourée d'énormément d'amis et je peux être très fatigante, donc je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont de grandes épaules pour moi et pour d'autres personnes. Heu, donc voilà, après il faut accepter de se remettre en question quand on te dit que tu débordes ou que ça va pas ou que et puis justement, ça te permet de retravailler les zones un peu sombres et tu te dis: «Bon bah cool, OK, je l'ai mal pris, mais ça me permet de rebondir», et c'est aussi très important dans ton business parce que mon mec, souvent il me dit des choses, où je m'enflamme et je suis là: «Tu chiant», et finalement après en fait je me dis: «Bon, il avait raison». Donc après, je prends ces remarques avec plus de considération et je me dis: «Bon, là, il y a un warning, OK, je le prends, je râle pas et on verra comment je le gère». c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je voulais juste rebondir avant de passer quand même à une autre à un autre sujet sur le trauma que tu as partagé, le côté, découvrir qu'on a un trauma et de se dire: «Ben, en fait, on en fait quoi?» Avec toutes les personnes que
que j'ai pu accompagner, que ce soit en psychologie ou à travers le coaching, c'est vrai que j'ai un peu ce mantra de: «Tu n'es pas que trauma» et c'est aussi important de l'entendre, de le comprendre et de se dire: «OK, bah, j'ai le droit de le transformer, j'ai le droit de le transformer en force». J'ai le droit de il a le droit de faire partie de moi, mais il a pas le droit de prendre possession de moi, finalement, ce trauma-là, quoi. Et je trouve que ça va très bien avec tout ce que tu partages, le côté de, beh, j'ai le droit de me dire que je vais bien, j'ai le droit de me dire que je peux transformer ça, que je peux le transformer en force et la preuve en est avec, où tu en es aujourd'hui. Donc voilà, merci à toi de partager ça parce que c'est très important, en tout cas pour moi, dans ce que je partage, avec, Ouais. mes clients au quotidien. Trop cool. Bah, Je trouve que ces apports sont hyper riches parce qu'en fait, on est tellement touchés par ça et surtout nous, les femmes Mmh. et on l'entend mais tellement trop peu et on que ce soit sur les on est tous très over, trop connectés sur les réseaux sociaux et c'était hyper touchant ce que tu disais, le fait que tu étais addict et que tu te comparais. Mais du coup, ça veut dire aussi que nous, on se retrouve, nous, dans notre propre bocal, nos propres difficultés, notre vulnérabilité, nos yeux qui nous montrent, tout ce qui va pas, tout ce qu'on a vécu qui va pas et en fait, ça fait une loupe fois 100 et comment s'en sortir? ouais. Et c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, Ouais, de bien sûr. dire, pensée positive, mais c'est vrai que quand j'étais, je pense, dans le pic, de une de mes plus grosses dépressions, de ma vie, je devais avoir, 24 ans. Elle a duré longtemps, plusieurs années, mais là, j'étais vraiment dans le pic et en fait, mon voisin donc j'avais un couple de voisins avec un petit garçon, ils étaient trop sympas et ils m'ont donné un livre qui s'appelle Le Secret et en fait, ce livre parlait de la pensée positive avec, bah, du coup, l'attraction, la loi de l'attraction. Alors tu lis ça au début, toi, tu es dans ta dépression, tu te dis: «Bon, ils sont mignons, mais je sais pas si je vais y arriver». Mais je me suis dit: «Allez Bianca, de toute manière, perdu pour perdu, fais-le» parce que il faut tout essayer. Moi, je pense que quand tu es pas bien, faut tout essayer jusqu'à ce Mmh. que quelque chose fonctionne pour toi Mmh. et en fait, tu te donnes confiance en faisant ça. Faut accepter de parfois être complètement découragé, démotivé, mais il faut continuer parce que, c'est très important, de se battre pour soi, quoi. Tu es, l'unique personne de ta vie, en fait, donc faut être faut se chérir et se dire qu'en fait, on est un diamant et voilà, il faut qu'on brille toute notre vie. Donc il faut prendre en main les choses pour briller toute notre vie. Yes. J'aimerais passer qu'on passe à ta casquette d'entrepreneuse parce que tu nous as envoyé déjà quelques petites perles. Ah oui. On le sent en toi que tu as ce mindset de transformer les choses, en opportunités. Hem, Tu nous as parlé que l'école de commerce t'a vraiment soutenue. Tu as parlé de ton chéri, de tout ça. Comment tu fais le lien, ou pas, entre être artiste et entrepreneuse? Je pense que ça vient de mon papa, parce que mon papa est un entrepreneur. Ma maman a aussi été une entrepreneuse toute sa vie et c'est 2 personnes qui travaillent énormément malgré, tout ce qu'ils ont pu, nous offrir comme cadeau, de vie avec mon frère. Mais, c'est vrai que ça, c'est un point sur lesquels je les remercie parce que c'est des énormes bosseurs et ils m'ont toujours montré cet exemple aussi. Et en fait, moi, j'ai quitté la maison à 16 ans. Donc, quand tu as 16 ans et que tu es au lycée, et que tu te dis: «Bon, bah, comment je vais faire maintenant?» Donc je pense que c'était aussi, très naturel de ma part de me dire: «Bah, il faut que je travaille pour, gagner de l'argent». En plus, j'aimais bien, vivre quoi, j'aimais bien sortir, voir mes copines. J'étais aussi dans un lycée où les gens avaient beaucoup d'argent et donc je rêvais de leur vie et je me disais: «Bon, allez Bianca, bah, donne-toi les moyens quoi de d'arriver à être au niveau où tu te sentiras bien, en fait» et donc j'ai toujours travaillé comme une folle donc j'étais à l'école et en même temps, j'allais faire, des services le soir, dans des restos. À Ça 16 ans? participait tout le temps. Non, 16 ans, je faisais des babysitting et je donnais des cours d'aide scolaire. OK. Alors j'étais pas la plus brillante. Je sais pas comment j'ai réussi à trouver, mais enfin pas c'est pas une question de brillante, mais c'est vrai que j'étais plutôt le cancre de la classe, mais j'aime pas me mettre dans les règles, en fait. J'aime bien sortir des cadres à chaque fois, donc c'est vrai qu'être à l'école, ça a été compliqué. Mais voilà, quand il s'agissait de transmettre, je me suis dit: «Bianca, tu aimes quand même transmettre, tu aimes parler aux gens, donc
voilà et puis c'était, malgré tout, je suis en train d'y penser, j'aidais quelqu'un, en fait, finalement, à évoluer et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que j'aime aider donc ça avait du sens, et à partir de mes 18 ans, j'ai été livreuse de sushi shop parce que j'avais mon scooter, depuis mes 14 ans et donc j'ai livré des sushis dans tout Marseille Mmh. jusqu'au jour où, pendant donc j'ai fait ça pendant 6 mois et puis, l'hiver est arrivé, je me suis pris une soirée de pluie, je suis tombée, je suis rentrée au sushi en pleurant: «Je veux plus être livreuse» et je voulais passer caissière, enfin ou dans les ventes et ils voulaient pas. Voilà, ils m'ont dit: «Non, non, les livreurs ne passent pas, vendeuse donc ben, change de métier, quoi». Mmh. Donc bah, je me suis retournée dans la restauration et là, c'est vrai que, bah, j'ai trouvé, enfin j'ai été super bien, dans la restauration jusqu'à la fin de mes études et mes études extraordinaires, m'ont permis de voyager aussi dans les 4 coins du monde. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées finalement, de mes, 18 ans à mes 25 ans. Parce que pendant mes études, j'ai voyagé donc en Australie, à Buenos Aires, à Casablanca et à Moscou, donc sur 4 ans. Donc pareil, hein, on part, on se découvre, faut entreprendre une vie, puisque, faut trouver son appart, faut trouver son stage, faut rencontrer de nouvelles personnes. Donc je pense que malgré tout, la vie m'a aussi offert le fait d'être, entrepreneuse un peu naturellement. Enfin ça s'est fait, assez spontanément, quoi et j'ai toujours eu plein d'idées, en fait, pour me dire: «OK, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu trouves de l'argent». Donc en fait, je pense que ça a toujours été un jeu chez moi aussi de me dire, Heu, ben, voilà, trouver la solution au fait que, bah, il faut que je me nourrisse, que je me mette un toit sur la tête et bah, tu aimes bien vivre donc il te faut un peu d'argent de poche à côté et voilà. Toujours trouver des petites solutions, quoi. Ouais, donc c'était la OK. débrouille, l'adaptation, mais aussi Mmh. les forces que tu as eues de ton passé de sortir aussi de ça, j'ai l'impression. De du coup transformer les choses qui t'ont donné cet esprit entrepreneurial. Ouais, ouais, je pense que c'est dans les un peu de mes parents qui m'ont montré, cet exemple et effectivement, oui, de ma galère, j'en ai fait une force, ça c'est sûr. Ouais, je me suis épuisée, hein, parce que j'allais à l'école et le soir, je terminais le cours une demi heure avant pour partir, travailler, bon ça va, on n'avait pas de compte à rendre au prof, mais je comprends même pas comment je faisais pour, travailler mes cours, quoi. Parce que, aujourd'hui avec le recul et ce qui est bizarre avec un trauma, c'est qu'on oublie beaucoup de choses et j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses de ma vie. Je sais que j'ai vécu avec intensité, mais il y a plein de petits éléments comme comment j'ai fait pour réviser mes partiels parce que, en fait, j'avais un temps plein dans un resto et j'étais dans une école de commerce en même temps, donc et je sortais quoi. Je me souviens que je sortais, j'étais au B2 de mon école, je faisais des soirées tout le temps, donc voilà. On y arrive, hein, quand Ouais. C'est J'ai bah, juste quand on remis a de une force dormir. de caractère, Ouais. ouais. quand Je on a pense une que force la de caractère. galère te fait te surpasser aussi, hein. Mmh. Bien sûr et puis dans entrepreneuriat, ce qu'on oublie un peu, c'est entreprendre. Donc en fait, tu as entrepris, comme tu l'as dit, tout le long de ta vie à travers les différents pays, reconstruire une vie à chaque fois, c'est une manière d'entreprendre avant d'aller dans, «Bon, ben je me lance complètement à mon compte», totalement. Tu as baigné dans ça, tout le long de ta vie, du coup? Ouais. Ouais, bah, j'ai pas eu trop peur d'aller un peu au front, quoi. Bah, D'aller oui. me dire: «OK Bianca, bah, là, tu es grande, tu as envie de quitter, la maison et ben, sors, va assumer un peu tes responsabilités et puis je suis allée taper aux portes, hein. Franchement, c'est ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs, je vais parler aux gens très facilement et je vais leur dire, bah, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai 16 ans, je vis seule et j'ai besoin de travailler, est-ce que vous avez, besoin de babysitting? À toutes les personnes que je connaissais. Est-ce que vous avez besoin d'aide scolaire? Mmh. Et en fait, finalement, ça a été que du bouche à oreille et toute ma vie et encore aujourd'hui, je travaille grâce à ça. Parce que j'ai parlé aux gens, donc pour moi, c'est je sème des graines et en un sens, je montre aussi c'est comme ça que j'ai commencé, mais j'ai montré ma faiblesse, qui a fait que les gens, ont eu envie de m'aider et derrière après, c'est à toi aussi de donner le maximum pour être à la hauteur et
et voilà, avoir envie de faire bien les choses et il faut aimer aussi, ce que tu fais pour, les faire bien. Mais c'est ce qui m'a permis derrière, en fait, d'être recommandée et d'avoir de plus en plus de petits plans et en restauration, j'ai jamais galéré parce que, en fait, on me recommandait toujours et en fait, j'avais jamais de difficulté à gagner d'argent dès mes 18 ans, quoi. J'ai toujours réussi à avoir un enfin, je veux dire, je gagne le SMIC depuis que j'ai 18 ans, j'ai pas eu le choix, mais du coup, je l'ai gagné dès mes 18 ans, quoi. Mmh. Quand tu parles de du coup, tu as commencé ta vie d'artiste de peintre en bouche à oreille. Ouais. C'est hyper intéressant parce que maintenant, à l'heure actuelle, on te dirait: «Bon, il faut que tu fasses un site internet, que tu crées des réseaux sociaux, que tu fasses par là». On dit rarement: «Fais fonctionner ton réseau». Comment tu t'y es pris? Parce que tu étais alors dans le transport, si je remets le cadre, un truc qui a Ouais. rien à voir, donc on te connaissait dans quelque chose qui a rien à voir avec l'art et là, tu es artiste. OK. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Parce que beaucoup se diront: «Non mais j'ai zéro réseau dans l'art, laisse tomber». Ouais, Clairement. c'est vrai que c'est pas conventionnel puisque pas d'école d'art, pas de connaissances non plus. Mais, je me suis mise à faire des illustrations et mes petits tableaux que je faisais, j'avais fait un compte Insta puisque j'adore les réseaux, donc je m'étais fait un petit compte, Blanca Art et je postais les photos et c'est vrai que comment c'est venu? Je crois que, bah, encore par rapport à j'ai toujours eu beaucoup de connaissances et c'est vrai qu'une copine qui organisait des soirées voyait mes illustrations, elle me disait: «Mais c'est incroyable ce que tu fais, je veux que tu me fasses, les illustrations pour, annoncer mes soirées». Donc je lui ai dit: «OK». Donc j'ai commencé comme ça, et je vendais, l'illustration 100 €, je passais, peut-être, 5 heures dessus à dessiner le truc, et à la fin voilà, donc j'étais trop contente parce que, bah, le soir après le travail, je rentrais à la maison, j'avais trop hâte et puis je faisais mes petites illustrations. Donc j'avais mes petits plans comme ça de: «OK, je dois faire, pour cette soirée». Puis après j'avais un petit programme des autres soirées, donc vraiment j'étais trop, trop contente. Et donc comme Marseille est quand même une grande ville, ces illustrations, qui ont apparu pour ces événements-là ont attiré l'œil d'autres, organisateurs de soirées et comme je sortais beaucoup, ben, encore une fois, une autre personne, qui organise des grosses soirées à Marseille me dit: «Mais attends, c'est toi qui fais ça?» Et je lui dis: «Bah ouais». Et elle me dit: «Attends, mais j'adore et donc tu vas me le faire pour moi». Donc OK, donc là, j'ai commencé à le faire pour lui. Et sauf que lui avait beaucoup plus de lieux, et beaucoup plus aussi de business, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, il m'a placée sur absolument tous ses business. Donc, j'ai commencé par faire des illustrations pour lui et puis ensuite, il m'a demandé de faire une fresque dans un restaurant. Moi, j'ai dit: «Oui». Je n'ai jamais dit non. De toute manière, à chaque fois qu'on fait quelque chose, je ne dis pas non. Le j'ai mis très facile. OK. Et donc je me suis retrouvée devant ce mur et je me suis dit: «Bon, bah, allez, faut y aller». Et en Parce que fait tu avais jamais fait de fresque avant? non, 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 non. Et puis je pouvais même pas m'entraîner chez moi parce que je louais un appartement, donc je me suis dit: «Je vais pas peindre le mur», mais voilà, je me suis dit: «Allez, go, de toute manière, si jamais je rate, au pire, qu'est-ce qui se passe? Le mec sera vénère, il repeindra son mur en blanc, pardon, et heu et voilà, bah, j'aurais raté mais en soi, au pire du pire, si je rate, je peux moi aussi repeindre en blanc et enfin voilà, essayer de OK. composer un truc. Et puis je peignais quand même assez régulièrement à la maison, donc je me suis dit: «Allez, c'est» et puis je me suis pas envoyée dans un truc trop, trop compliqué. C'était des aplats de couleurs, voilà, des j'ai OK, je sais dessiner, donc j'avais quelques confiances aussi qui me permettaient de me dire: «Je vais pouvoir le faire». Et ensuite, OK. bah, voilà, OK. ça fait 2 ans que je fais des fresques, j'ai à peu près une fresque par mois, je ne vends plus du tout d'illustration parce que, bah, ça y est, je suis passée à d'autres gammes de produits, enfin d'autres, gammes de production, on va dire plutôt qui sont, bah, beaucoup plus satisfaisantes pour moi, ça y est, je peux faire vivre aussi mon art, en fait. Je travaille plus pour les gens, je crée plus pour les gens et j'arrive à créer aussi pour moi. Et c'est aussi cette balance qui est incroyable parce que bah, en fait, de quelque chose, que je faisais tranquille à la maison, par terre dans mon salon, bah, c'est devenu un business et c'est devenu aussi une passion. Et aujourd'hui, bah, donc j'essaie maintenant d'apprendre à peindre, vraiment, de la OK. technique, Tu te fais former du coup?
exactement, voilà, par un artiste, dans son atelier, heu et c'est génial. C'est un échange avec lui, c voilà. Trop cool. C'est pour la petite anecdote, quand on a rencontré, pour la première fois Bianca, du coup pour le travail de l'interview, beh, on était en plein dans, sa fresque qu'elle continuait du coup de peindre, pendant qu'on lui posait ces questions, donc ça rejoint aussi le fait qu'elle pose des questions à son, artiste de body painting et qui du coup, Mmh. elle crée tout autour. Enfin c'est vraiment Bianca, telle que vous l'entendez, heu, clairement voilà, c'est ça, quoi. Hem, est-ce que tu t'es considérée, du coup, légitime de dire que tu étais, artiste peintre dès le début? Ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a permis de gagner cette légitimité, cette confiance en toi que l'on voit là, qu'on entend? Bah, je l'ai pas, hein. Pas du tout confiance en moi, au niveau de Énorme. alors, au niveau des fresques, ça va parce que je pense que ça fait 2 ans que j'en fais et le fait d'avoir une formation quand même d'école de commerce et d'avoir travaillé 5 ans dans l'échange, en fait, international, d'avoir beaucoup vendu, acheté, ben, ça m'a aidée, on va dire, dans cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une autre, on va dire, idée de ce que je voudrais être et c'est vrai que quand je me suis un peu, sentie artiste, ça a pris beaucoup de sens parce que je me suis dit: «En fait, c'est vrai que tout ce que j'ai vécu, toutes ces difficultés et d'avoir peint, ça m'a tellement aidée, et en fait, j'ai envie que ça aide d'autres personnes et j'ai envie aussi de transmettre des messages à travers l'art». Pour moi, les artistes, c'est vraiment des personnes qui ont un pouvoir. Les chanteurs, par exemple. Enfin, il y a des Ah musiques ouais. qui t'aident tellement dans ta vie et je me dis, en Ouais. fait, voilà, j'aimerais pouvoir Mmh. transmettre aussi grâce à ce pouvoir de la peinture et d'être artiste, j'aimerais pouvoir transmettre des bonnes intentions et et c'est vrai que la vie d'artiste est absolument géniale. Le matin, je me réveille, je lis, je me cultive, je vais dessiner, je vais faire, des exercices, puis après bon, bah, j'ai toute l'autre partie, plus clientèle où, là, je dois travailler les projets, avoir les échanges avec les clients, puis ensuite être sur le terrain, aller faire mes fresques. Mais effectivement, l'artiste en elle-même, c'est difficile encore de me sentir légitime parce que, normalement dans l'art, tu as quand même des codes, tu dois quand même faire une longue formation des beaux-arts, tu dois quand même connaître, tous tes mouvements, les artistes qui t'ont précédé et c'est très difficile parce qu'il y en a énormément, donc c'est beaucoup d'informations, de nouvelles informations à acquérir très rapidement puisque ça y est, en fait, je fais des fresques donc je suis artiste, oui et non. Donc c'est difficile parce que, parfois je me sens, en danger quand je suis dans des lieux de représentation, où on va me parler art et moi je suis là: «Attends, attends, attends, j'ai pas tout». Donc ben, je sais pas si je vais savoir répondre à toutes les questions et donc c'est difficile et bah, je me dis: «Bah, OK, je prends les choses en main dans tous les cas, hein». Je me forme, j'ai créé un podcast aussi, Mmh. pour, pour effectivement, en fait, apprendre l'histoire de l'art et le transmettre parce que quand je parle du coup et que je travaille l'épisode, ça me permet d'acquérir les informations, beaucoup plus facilement que, juste en lisant un livre et puis, en passant à un autre sujet, quoi. Donc voilà, j'essaie de mettre des choses en place aussi pour apprendre, et pour me donner toute la technique, nécessaire. Tu sais que, la meilleure manière de comprendre, d'ancrer finalement des nouvelles connaissances, c'est la transmission, donc Ouais, en soi, ce que tu fais, c'est déjà une manière de te former qui est puissante chez toi. ouais. De tout retranscrire dans un épisode de podcast, que tu nous évoquais en plus, le fait de: «Ah ben je me rappelle plus, ben je vais réécouter mon épisode». C'est très puissant, donc Et bravo. comme vous, créer le contenu que j'aimerais consommer. Ouais. Parce que Mmh. je sais que c'est ce que vous avez dit aussi dans vos premiers épisodes, de ce podcast. Créer un contenu, bah, qu'on aimerait, pouvoir, entendre, qui pourrait nous être utile. Ouais, complètement. En fait, il y a quelque chose de très rigolo avec l'art et ça, je pense que c'est un reflet de la société, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que, les formations à l'art sont très récentes dans l'histoire de l'humanité, mais les artistes, par contre, pas du tout.
Mmh. et que maintenant il y a comme merci d'avoir partagé ce moment avec nous les Rise Sisters. Si tu veux continuer à élever ton énergie, ton business et ta confiance, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux plus d'informations sur notre communauté, rien de plus simple. Le lien est dans la description de cet épisode. C'était Jasmine et Elisabeth. Ensemble, on se relève, on s'inspire et on rayonne. Et c'est pas que l'art, hein, mais en tout cas, l'art en fait partie. Ouais, c'est vrai que maintenant on doit avoir un diplôme pour tout, sinon on n'est pas reconnu et On n'est pas légitime. ouais Mmh. et bah, moi d'ailleurs je voulais faire un master, en logistique et ils m'ont pas acceptée, parce qu'à l'entretien, j'avais répondu à la question, «Tu te vois où dans 10 ans?» J'avais dit: «Je sais pas, dans 10 ans, la vie est tellement vaste, les opportunités pourront m'amener, enfin je crois en tout cas en les expériences de la vie et ce qu'elle pourra m'offrir». Et en fait, il m'avait pas pris à cause de cette réponse. J'aurais dû dire: «Je me vois directrice de telle entreprise avec telles ambitions». Mais c'est pas ça la vie, enfin pour moi, c'est pas ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, les artistes à l'époque, en fait, et c'est ce que j'ai appris dans mon podcast, ils se formaient d'atelier en atelier. Donc en fait, tu avais l'artiste qui avait la technique, qui était super fort, en son temps et en son lieu et les jeunes artistes allaient en fait, travailler avec lui et faisaient en fait réaliser les commandes, avec lui et c'est comme ça qu'ils apprenaient à être artistes et en fait, ils avaient 16 ans et ils avaient une technique absolument dingue. Alors que, ben, nous, effectivement, c'est ça c'est différent. Donc c'est vrai que dans un sens, je me dis: «C'est pas grave de pas avoir fait les beaux-arts», même si j'aurais adoré, et en même temps, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Et du coup, d'avoir rencontré cet artiste Jaron, qui est OK de m'ouvrir les portes de son atelier pour justement me transmettre son savoir et alors, bah, encore une fois, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, mais il y a toujours des solutions. Jaron a une phobie administrative, donc je troque avec lui, le fait d'être son assistante et de lui faire, réaliser, bah, en fait, toute sa petite paperasse, ses problèmes d'assurance, bon là, il vient s'installer en France, il est suisse, donc il y a plein de paperasse à faire et il est, ravi que je puisse l'aider dans toutes ses galères et moi, je suis ravie qu'en échange, bah, il m'offre, son savoir et en fait, c'est pour ça, parfois, on n'a pas forcément besoin de monnayer et c'est vrai qu'avec mon métier, je fais beaucoup de troc et je trouve ça génial de pouvoir troquer parce que, ben, c'est Mmh. s'offrir, en fait, des cadeaux mutuels, et ça fait plaisir. C'est ça aussi l'esprit entrepreneur, c'est trouver des solutions quand tu ne l'as pas. Si tu as pas l'argent, trouver, ouvrir les portes de créativité, de OK, je le veux quand même, comment je peux le rendre possible? Ouais. Et puis en plus, tu te permets du coup d'apprendre, à l'ancienne, j'ai envie de dire, Clairement. dans un atelier, être inspiré par celui que tu choisis Ouais. et enfin, je trouve que c'est vraiment stylé, quoi. C'est la Heu Toulouse-Lautrec, quoi. Ah j'adore. Non et puis il Bah, est ouais. passionnant quand il en parle, enfin, je voudrais rester des heures avec lui, mais ouais, ouais, non, c'est génial. Tu t'es fait accompagner au début de ton entrepreneuriat et même dans ta vie, en général. Qu'est-ce que ça t'a apporté en soi, en premier lieu et qui étais-tu avant et qui étais-tu après cet accompagnement? Alors il faut savoir que c'est vrai que, j'ai mon papa donc qui, lui est coach pour les managers, et les entrepreneurs. Heu, donc on a on s on n'a pas été très proches dans notre vie, même on s'est pas parlé pendant de très nombreuses années. Et c'est que récemment qu'on a reconnecté et je lui ai proposé de me faire un cadeau quand j'ai quitté mon travail. C'était celui de me coacher et donc effectivement, en fait, ça a été d'une grande aide, parce que, je pense que quand on arrête un métier où on est un peu dans un cadre, défini par une entreprise et qu'on devient entrepreneur et entrepreneuse, puisqu'on est des femmes, hem, c'est très, très différent. En fait, on se rend alors j'étais mais trop heureuse parce que j'avais ce sentiment d'un coup de liberté, mais cette liberté était presque trop grande, et vertigineuse finalement puisque, comment je vais m'y prendre? Je sais que j'ai plein d'idées, je veux faire plein de Mmh. choses, mais j'ai eu, je pense, 6 mois de blackout où, j'ai même pas peint un tableau.
Et Ouais. mon mec me dit un jour: «Oh, je suis trop heureux». Il me voit dans mon atelier, il me voit peindre, il me dit: «Je suis trop heureux, tu peins». Il m'a embrassé sur l'épaule et il est parti. J'étais là: «J'essaye, mais j'y arrive pas». Et j'ai jamais fini ce tableau d'ailleurs, mais j'essayais et j'y arrivais pas, et donc j'ai dit à mon papa: «Aide-moi, coach-moi, je sais pas comment faire». Et c'est vrai qu'en fait, ça a été, très révélateur parce que, il m'a remis le je lui ai dit: «J'ai besoin de me reposer un cadre». C'est bizarre, hein, parce qu'on a envie d'être libre, on est heureuse d'être libre, mais on a envie et on a besoin de se remettre un cadre. Et finalement, effectivement, il y a plein de petites techniques qui permettent de se repositionner comme il faut, de retrouver sa place, et voilà, après il faut que ça matche avec qui on est. Mais effectivement, ce qui m'a beaucoup aidée très rapidement, c'était je faisais beaucoup de to-do list. Donc je pense comme tout le monde, on fait plein de to-do list pour tout. Sauf que mon père m'a dit: «Ta to-do list, tu vas la transposer dans ton agenda. Donc ce ne sera plus une to-do list, ce sera des tâches que tu vas mettre dans ton agenda définies. Donc tu t'accordes des plages horaires pour absolument tout, même pour promener, mon petit chien». Donc il y avait, et il me disait aussi: «Les temps pour toi, tu as besoin de moments pour toi. Tu as besoin de moments pour apprendre, tu as besoin de moments pour ton podcast, tu as besoin de moments pour, aller promener le chien, tu as besoin de moments pour, heu, peindre, pour, tes clients et cetera». Donc tes clients, forcément, ça se remplit assez facilement, mais les moments pour soi, justement, il faut que je lise, il faut que, je travaille, il faut que je fasse mes factures, ma compta, parfois on se dit: «Bon, bah, c'est dans ma to do», justement. Mais le fait de le poser sur l'agenda, ça m'a mais changé la vie parce que, ça m'a permis de m'organiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on va dire que j'ai été perdue. J'ai quitté mon travail en janvier 2025. Jusqu'en septembre, j'ai été perdue, et à partir de septembre, du coup 2025, ça va bientôt faire, ça fait 6 mois, on va dire. Ça y est, j'ai trouvé mon rythme, et j'ai réussi à mettre les choses en place, en fait, et c'est devenu concret, en fait. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de concrétiser un peu ce qui peut être, très, abstrait, puisque c'est des pensées, c'est des rendez-vous. Tu sais que tu l'as, tu sais où tu vas, mais faut le noter. Je pense que ça a été un game changer dans ma manière de m'organiser, et d'ailleurs aujourd'hui, je le fais avec beaucoup plus de facilité et je note moins les choses. Mais je le fais régulièrement, toutes les semaines, je fais mon point et je note tout. Je note mes rendez-vous avec mes copines, je note, et du coup, tu as une visibilité, une clairvoyance sur tout ce que tu dois faire, et je trouve que j'ai été beaucoup plus performante aussi grâce à ça. OK. Du coup, cet accompagnement, il a été vraiment pour te structurer? Ou est-ce que ça a été, c'est-à-dire structurer, planifier, trouver ce cadre, trouver tes repères? Ou alors est-ce que ça a été aussi sur, hem, je sais que nous, on travaille beaucoup sur la structure, qui tu es en tant qu'entrepreneur, la confiance en soi, la légitimité. Comment ça s'est passé cette transition pour toi, cet accompagnement? Oui, évidemment, on n'a pas travaillé, qu'un aspect, il m'a fait travailler aussi autour, c'est vraiment on commençait les séances par, une prise de parole où je lui racontais un peu, comment je me sentais et les expériences des derniers jours. C'était un rendez-vous tous les 15 jours, ou les événements marquants en tout cas de la quinzaine, et ensuite on rebondissait là-dessus. Donc par rapport aux difficultés, rencontrées, on allait essayer de trouver effectivement, les choses à mettre en place pour résoudre, les problèmes. Et hem et après, donc il y avait aussi de l'anticipation par rapport à comment trouver les bons clients, heu, comment bien se positionner aussi par rapport à eux, parce que c'est très difficile, de je trouve que parfois la communication avec un client peut être difficile parce que tu peux être impressionné, parce que, c'est plein d'éléments, faut pas que tu te trompes. Là, tu travailles pour toi, donc faut pas oublier, de poser les bonnes questions. Donc il y a plein de petits process, en fait, à mettre en place, donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur le prévisionnel, parce que c'est très important aussi de se dire: «OK, moi, j'ai besoin surtout d'apprendre, mais faut aussi que je fasse rentrer de l'argent». Donc en fait, on a aussi beaucoup, heu, réfléchi à la stratégie,
de comment, en tant qu'artiste, je peux aussi, gagner ma vie. Parce que, ben, je suis personne, mes tableaux, ben, c'est pas encore, ils sont pas reconnus pour l'instant. J'ai pas de cote, je suis pas, entrée en galerie. Aujourd'hui, je suis entrée en galerie, mais une galerie en ligne qui est, une start-up qui est avec plein d'idées, très novatrices. Donc c'est pas non plus une galerie physique. C'est un nouveau modèle aussi, mais qui me correspond énormément. Heu et c'est vrai que voilà, c'est plein de petits points, à réfléchir, qui sont très importants et qui venaient de moi aussi beaucoup. Du coup, quel a été ton process? Tu nous parles de petits process sur, les clients, comment se comporter, quelle est la position à avoir, tout ça. Est-ce que tu aurais des tips ou, que ça soit beaucoup plus concret pour celles qui nous écoutent, en termes de process pour aller les voir et du coup te proposer finalement? Ouais, bien sûr. Alors déjà, il m'a fait travailler sur mes pensées, limitantes. Donc en fait, on se dit toujours, «Non mais je suis trop nulle pour ce projet» ou «Je vais pas y arriver» ou «Ça me fait peur» ou donc transformer toutes ces pensées limitantes en croyances, heu et donc déjà essayer de transformer, en des phrases positives. Et ensuite, j'ai travaillé sur une charte des valeurs qui pour moi était très importante parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, bah, justement, il y a cette question de légitimité et quand tu te présentes devant un client, bah, parfois on te prend un peu pour une rigolote, une artiste quoi, qui est chez Pair, bah, voilà, enfin, parfois tu te dis: «Non, j'aimerais bien quand même qu'on me prenne aussi au sérieux quoi, parce que tu m'appelles pour faire des dessins dans ton restaurant mais ou chez toi, mais voilà, parfois les gens, ils ont l'impression que tu es un peu une animation et bah, non, enfin, tu es aussi là pour, justement, entreprendre justement et c'est important pour toi d'être, respectée et donc cette charte reprenait effectivement, tout ce que j'avais envie que mon client, le comportement en fait que j'avais envie que j'attendais de mes clients. Donc j'envoyais cette charte à mes clients avant de les rencontrer, en leur demandant juste de la lire et en fait, elle comportait cette charte des valeurs et ensuite une charte graphique qui seraient les questions que j'allais leur poser pour la réalisation du projet. Donc comme ça, eux, ils avaient une première idée de la conversation qu'on allait pouvoir avoir, mais ils avaient aussi l'idée de leur enfin, du comportement que j'attendais d'eux. Donc le respect, un échange, constructif, qui me donne bien toutes les informations, qu'ils ont en tête, histoire de pas avoir 15 000 allers-retours sur, «Ah mais non, mais finalement je veux ça», et aussi, je demandais à la fin, de une, comment j'ai tourné ça? C'était, la demande de transmission ou de valorisation de mon travail. Donc en fait, une fois que le travail aura été réalisé ou même qu'on se sera rencontrés, bah, de valoriser en communiquant sur ce que j'ai produit pour eux ou effectivement, bah, de parler de moi, s'ils ont apprécié le travail évidemment. Mais pour moi, c'était important parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des clients, tu fais quelque chose pour eux et ils communiquent pas du tout sur toi et bah, du coup, c'est un peu décevant parce que tu as fourni beaucoup de travail et derrière, ben, tu attends une petite reconnaissance et donc histoire de pas être dans l'attente, je le communique et si jamais ils le font pas, bon, c'est pas dramatique de toute manière. Mais c'est vrai que du coup, ça pour moi, c'est semer des petites graines, voilà, leur dire un peu ce que j'attends et comme ça, ben, je me dis que potentiellement, j'aurai le meilleur, retour, d'expérience. Et tout ça, tu l'as écrit dans ta charte que tu donnes lors du premier rendez-vous avec ton client. C'est Ouais. une super idée ça. Ouais. Comment ça a été reçu par ton client ça? Parce qu'en fait, j'ai été graphiste dans une autre vie, bon c'était dans la Ouais. pub, donc c'est pas pareil. Je me suis dit: «Mais c'est génial» et après je vois la tranche de mes clients, je fais: «Comment ça a été reçu toi?» Ben, je pourrais vous le montrer d'ailleurs parce que ça a un côté assez arty, je trouve. Je l'ai fait avec mon sens, artistique. Je pense il y a pas tout le monde qui réagit forcément, hein, il y en a qui trouvent ça super. Les particuliers adorent, Ouais, heu et ceux qui sont plus business pro, je pense qu'ils le regardent mais je pense que ça a quand même un impact, mais ils ont pas forcément de réaction et d'accord. c'est ce que j'attends de toute manière, c'est que ça ait quand même un impact. En fait, juste prenez connaissance de ça
et ensuite, on verra et alors je suis très organisée, tout Oh, est sous dossier. Donc il y a les documents importants, les jobs, projets perso, les projets, pro et donc ça va dans, mes supports de vente. Voilà et donc c'est un support Fresque et ça commence avec hop, ça charge. Voilà le nom de ma société avec un très petit dessin bien. derrière, donc c'est très Waouh! visuel, hein, c'est très pop et heu et voilà, là, il y a la charte, en fait le cahier des charges pour la fresque, donc toutes les questions, que je pose à mes clients et ensuite ma petite charte des valeurs, voilà, qui est vraiment, Très bien. Trop sur cool. une page et puis ensuite je mets mes tarifs et à la fin le contact, voilà. C'est vraiment, c'est quelques pages, heu et je pense que d'avoir joué sur un aspect visuel, je me dis que c'est, toujours cool en fait, on c'est agréable de feuilleter, un joli journal, Mmh, un magazine donc carrément. voilà. J'attends pas forcément de réaction, j'attends juste vraiment une prise de conscience, de connaissance de ce document. Alors ça, je trouve que c'est un super tip pour toute Ouais. entrepreneuse, pour toutes celles qui le peuvent. Moi, en tant que coach, je le fais toujours. Les artisans que j'ai pu accompagner, je leur propose toujours ça de OK, les étapes de réalisation, mais ajouter dedans des questions et ajouter derrière les valeurs et les attentes dans la relation. Je Mmh. trouve ça exceptionnel. Super tip. Ouais, vraiment. Franchement, c'est enfin, nous, c'est vrai qu'on a un peu une base en tant que coach de, poser le cadre, dire, ce que nous on attend de la personne et en même temps leur ouvrir cet espace. Mais de le faire, beh, quand on n'a pas on va dire, quand on n'est pas dans le domaine de l'accompagnement, se dire: «Beh, voilà comment je suis. Si tu es pas d'accord, beh, tant pis». C'est moi, je le prends un peu Ouais, comme ça, mais moi j'adore. Enfin, complètement. vraiment, c'est au moins tu sais à quoi t'attendre et c'est clair et tu as quelque chose de plus concret que, ouais, bon, elle est perchée, elle est rêveuse. Non, Ah. ça fait très carré. En plus, Ah tu ouais. te sens bien quand tu te sens en tant que client, quand tu te sens pris en main, surtout quand il s'agit de l'art et que Mmh. tu connais pas grand-chose puisque tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire. Du coup, OK, c'est bon. Je suis prise en main, je sais que ça va bien se passer tout de suite, ça crée des bases saines et professionnelles. Ouais. Je Ouais. trouve que c'est du gagnant-gagnant des 2 côtés. Ça peut faire peur de se dire: «Ah bah, je peux perdre un contrat», mais au contraire, je pense que Mmh. tu peux davantage en gagner, davantage faire fonctionner bouche à oreille et davantage à gagner dans ta posture de leadership. Ouais. Ouais, parce que c'est aussi un document qui peut se transmettre entre, autres, professionnels. Mais c'est aussi, je pense, on en revient à la communication. C'est aussi une manière de, bah, d'exprimer, ce que tu as besoin que l'autre, entende et parfois, quand on lit quelque chose, ça a plus d'impact que les mots parce qu'on parle, on parle, on parle et les mots, ils rentrent pas, pareil, je trouve, dans l'esprit que quand tu lis quelque chose, tu es normalement, Oui. Mmh. plus concentré et c'est vrai que oui, c'est important et un autre tips que je voulais dire, que j'ai oublié du coup, mais je l'avais en tête et je viens de l'oublier. Mais ça reviendra, c'est pas grave. Ouais. Tu raison. Je voulais te poser une question aussi. Donc tu nous as parlé de coaching, de la manière dont tu as été accompagnée. Tu as déjà vécu aussi une retraite, il me semble, Ouais. en organiser une. Quelle différence tu fais dans ce que tu vis, dans un moment où tu es accompagné à travers un coaching et dans un moment que tu peux vivre en retraite, une prise de conscience? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? En réalité, j'ai fait 2 retraites, heu, avec mon papa dans le désert parce qu'il proposait, des retraites, donc d'une semaine dans le désert et donc la première, je l'ai faite, j'avais 14 ans et la deuxième, je l'ai faite cette année, enfin en 2025, novembre 2025 et c'est vrai que tu te laisses vraiment porter par la personne. Déjà, si tu vas dans une retraite, c'est que je pense, tu as des tu veux déposer quelque chose, ça peut être, justement, essayer de gérer ton stress, mieux gérer ton stress, t'apaiser, hem, te déconnecter et du coup, c'est génial parce que tu te retrouves avec des gens que tu connais pas. Heu, Tu vas quand même dans une retraite pour une personne qui organise la retraite auprès de qui tu t'es quand même renseigné ou peut-être que tu suis déjà, donc tu partages déjà des valeurs communes. Et donc forcément, en fait, c'est
très enrichissant et pour moi, ça a eu que des bénéfices sur moi parce que c'est vraiment un moment où tu te laisses porter, tu penses à rien d'autre et ça t'ouvre, tellement d'émotions parce que, justement, tu prends le temps, tu déconnectes, tu es un peu à côté de la réalité parce que, justement, tu as pas forcément les questions du quotidien à te poser. Là, tu te laisses guider, tu rencontres des nouvelles personnes avec qui tu crées des liens très forts, heu et que tu garderas certainement, peut-être à vie derrière parce que, enfin, tu es dans un c'est dans un petit cocon, en fait, donc Mmh. pour moi, je trouve ça génial. C'est si je pouvais en faire, tous les ans, j'en ferais tous les ans, parce qu'en plus, il y a plein de retraites, pour plein de sujets différents et c'est ça aussi qui est génial, c'est que tu peux, travailler plein de parties, bah, de ta personnalité ou de enfin, de ton corps, à travers ces retraites donc Mmh. ouais, pour moi, ça a que des bénéfices. C'est un Mmh. temps pour toi, une pause. Merci déjà Trop de cool. ce retour. Ouais. C'est vraiment, on va dire, ce qu'on a envie de partager nous dans les retraites qu'on fait, avec Ray Sisters donc ça fait du bien aussi d'entendre que on va en retraite aussi pour ces moments-là de connexion, que ce soit avec soi, avec les autres, mais en même temps de travail sur soi, qui peut être pas forcément, je vais être, papier, stylo, toute la semaine, mais à travers des ateliers, ou des moments, ensemble, bah, se dire: «Bah, oui, j'ai avancé sur mon stress, j'ai avancé Mmh. sur ma manière de penser, sur peut-être des traumas ou ne simple ou ma vision Mmh. finalement, ma vision de moi dans 3 ans, dans 5 ans ou de l'entrepreneuriat donc merci de faire ce retour. Avec Ouais, plaisir. on remarque que c'est aussi vachement des accélérateurs, en fait et c'est très Oui. complémentaire à tout autre type d'accompagnement. On aimerait aborder un sujet. Est-ce que tu es d'accord de parler de patriarcat dans l'entrepreneuriat? Bien sûr. Comment tu le vis? Comment tu le vois, toi? Est-ce que ça existe pour toi? Est-ce que Ben, j'ai eu une petite mauvaise expérience une fois et j'ai très vite, j'en ai beaucoup parlé avec mon copain, en fait, j'ai pas apprécié l'échange, je me suis pas sentie, respectée, et donc il y avait plusieurs personnes en face de moi à ce rendez-vous particulier. J'ai vraiment pas apprécié l'expérience et je me suis dit: «Bah, écoute, OK, c'est un beau projet, mais du coup, je le sens pas et du coup, j'ai pas envie, d'y aller» et donc Guillaume, mon copain, m'a dit: «Écoute Bianca, ne le fais pas, ça va être, source de problèmes derrière», donc j'ai refusé en expliquant tout simplement, le pourquoi. J'ai été très honnête et j'ai dit: «Voilà, j'ai pas aimé votre, manière, d'être connecté à moi pendant le rendez-vous». Enfin, j'ai pas dit connecté, mais je leur ai dit que voilà, qu'ils avaient pas honoré le rendez-vous comme ils auraient dû. Ils étaient là sans être là, ils partaient, ils revenaient. Enfin, en fait, moi, j'étais là, je me disais: «Mais je me suis déplacée pour eux, et ils partent, ils reviennent, on doit parler d'argent, le mec, il se barre, il va parler à d'autres potes et dire: «Oh regardez l'artiste», moi, j'étais là: «OK», enfin, je sais pas, je me suis sentie vraiment dans un inconfort et du coup, je leur ai expliqué que le rendez-vous, il avait été compliqué pour moi et que j'avais pas apprécié leur comportement et ben, ils se sont Waouh! excusés Waouh! et ils ont dit que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient transmettre et que, bah, ils voulaient vraiment travailler avec moi et donc bah, si j'acceptais, c'était toujours possible, donc finalement, j'ai fini par accepter et aujourd'hui, bah, je refais, un projet avec eux et que je commence la semaine pro donc ben, c'est vrai que parfois, je pense qu'il peut y avoir, un peu de ça peut être, comment dire? Ça peut être impressionnant et mais je pense que c'est peut-être un peu grossier ce que je vais dire, mais je pense que parfois j'ai des plus grosses couilles que les mecs. Donc en fait, je me dis et j'essaie de prendre Ça a l'air confiance dans ça en me disant: «Bah, en fait, tu veux faire le coq et ben, on va faire le coq. bien. On va y aller ensemble» et donc en un sens, je suis pas, trop dans la compète avec eux parce que je me dis: «Bah, en fait, je suis aussi légitime que vous». Donc je me sens un peu comme eux et finalement, j'ai eu que cette mauvaise expérience et après, je suis pas,
Je pense que c'est une question de positionnement. Je pense qu'il faut croire en soi et voilà, moi, je peux être autant impressionnée par des femmes que par des hommes. Donc comment c'est plus la question, c'est comment résoudre ce problème en moi, de me dire: «Ne plus être impressionnée ni par des hommes, ni par des femmes». Je sais que de toute manière, j'ai un fort caractère, que je suis très présente, mais je suis quand même impressionnée et quand je suis impressionnée, je perds tous mes moyens, je sais plus comment me positionner et je bégaye et je me sens nulle et donc c'est plus, moi. Comment résoudre ce problème en moi? Faire En tomber tout la cas, tu personne du piédestal. Pardon. ouais, c'est en tout cas, tu dis que tu te sens nulle, mais après tu travailles sur toi, tu rétablis ta Mmh. posture et tu te permets que ça change vraiment et que ce soit toi qui guide finalement, le discours, le moment et ça, c'est puissant aussi, c'est de se dire, «J'ai le droit de me sentir nulle à un moment donné», de le voir et de me dire: «OK, en fait, qu'est-ce qui fonctionne pas chez moi?» Pour me permettre de rétablir cette posture et de me dire: «Mais en fait, je suis aussi impressionnable qu'eux ou aussi je peux être aussi admirée qu'eux» et de l'avoir et de l'ancrer, de se dire: «Bah oui, j'ai le droit, quoi. Mmh. J'ai le droit de jouer à ça». J'adore Donc ce jeu de reframe effectivement. Je trouve que c'est ouais. une entreprise super à prendre de ce podcast. C'est OK, les choses arrivent, on est, déclenché par différentes choses, on n'est pas toujours hyper ancré, aligné et tout va bien. Mais du coup, comment tu peux le transformer en opportunité pour justement grandir de ça et transformer l'histoire que tu te racontes? Mmh. Ouais. Bah, c'est pas toujours facile, hein, mais je pense que quand tu conscientises les choses, de toute manière, on le sait en psychologie, hein, quand tu conscientises forcément derrière, tu as fait, je dirais pas la moitié du travail, même si c'est ce qu'on dit, mais tu as fait une bonne partie du travail Mmh. et donc garder à l'esprit, OK, j'ai ces failles et ben, le plus difficile, c'est de savoir anticiper le moment où tu vas avoir ta faille parce que tu le sais, tu te connais. Donc, tu sais que quand tu commences à être dans une conversation et là, ça y est, tu ressens les trucs de la personne m'impressionne. Pourquoi elle m'impressionne? J'en sais rien, c'est comme ça. Hem, ben, c'est de se dire: «OK, la prochaine fois, j'essaie de pas perdre mon calme». Alors, il y a des exercices de respiration, moi, qui m'aident beaucoup. Quand je commence un peu à me sentir, en stress vis-à-vis de quelqu'un, OK, ben, c'est pas grave, je parle moins fort, plus calmement. Voilà, et puis je respire et puis je reprends le dessus sur moi finalement et là, j'arrive à généralement mieux gérer, et aussi encore une fois en étant honnête avec les gens, enfin, si je me sens pas, bien dans une relation, de travail, bah, je dis à la personne: «Écoute, j'aime pas cette manière de travailler. Moi, je travaille de cette manière-là, donc soit on travaille de cette manière-là parce que c'est moi qui dois te fournir quand même, bah, quelque chose, de créatif, donc ça me demande beaucoup de de réalisation, on va dire, en amont. Donc en fait, c'est par exemple, j'ai besoin d'anticipation et ça, il y a des clients qui le comprennent pas et l'anticipation, je peux pas faire autrement. Si j'ai pas l'anticipation de travailler le projet, m'inspirer, me peut-être retourner vers autre chose, une autre idée parce que les idées, ben, elles émergent en travaillant, en créant donc tu pas c'est pas d'un coup tu te dis: OK, le client m'a demandé ça, bam, 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 ça y est, tu as le résultat». Non, c'est, OK, je vais faire une planche de mood board, je vais dessiner, je vais peut-être aller marcher, écouter un podcast, une musique. Attends, il y avait ce sujet, je vais donc ça demande du temps et pour tout ça, il faut que les clients le comprennent et qui respectent, ma manière de travailler. Donc mon service, ma proposition, elle est comme ça et si tu veux qu'on travaille ensemble, bah, on travaillera de cette manière-là et sinon, c'est pas grave. Ce sera le prochain. Ouais. Il y a un truc que tu disais sur lequel j'aimerais mettre une petite loupe parce que c'est hyper puissant. Quand tu commences à t'emballer parce que la personne ou la situation t'impressionne, on a tendance à se dire: «Comment je peux changer mes pensées là tout de suite là, changer, mais en fait le moyen le plus efficace, c'est très souvent de passer par le corps parce que le corps s'emballe en premier. Et donc le premier reframe, donc comment on pourrait dire en français reframe? En changement, Oui. Ouais. transformation, ouais, ce Oui. serait de ce que tu dis quoi, c'est: «OK, on va baisser le rythme de la voix, on va parler plus doucement». Déjà, rien que ça change beaucoup de choses dans tes pensées et respirer. Parce qu'en fait, nos pensées nous amènent à faire l'inverse. Parler plus vite, faire bien plein de «e», combler tous les vides.
Arrêtez de respirer. Arrêter de respirer, Que se tu rentrer regrettes. comme ça, alors que OK, donc OK, sors de ta tête, reviens droit, parle plus doucement, ouais, la posture aussi. Respire Ouais. et du coup, tes pensées peuvent aussi se retransformer. Mais déjà là, la situation, tu le vis beaucoup mieux. Ouais, Ouais, carrément. va faire pause. Ouais, on ralentit. Si, si tu devais poser une seule question à une femme qui hésite encore à créer selon ses propres règles, ce serait laquelle? Ah ben, pourquoi tu hésites? Mais non, une question un peu plus profonde quand même. Hem, heu, Parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans cette problématique en ce moment et c'est, ouais, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que tu veux pas y aller? Mmh. Je sais pas si c'est plus profond, mais C'est top parce que ça fait la boucle avec un truc que tu nous as dit Ouais. et je voulais le prendre, mais je l'ai pas pris. C'est un exercice qu'on fait beaucoup au coaching. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu t'arrêtes pas à la pensée, au scénario qui s'arrête, qui est anxiogène. Le mmh, pire du pire. Tu vas au bout du scénario du pire du pire. Quand tu nous parlais, tu sais, de au pire, je fais cette fresque et puis, au pu c'est quoi le pire scénario? Soit il repeint et puis bon, bah, voilà, je me suis plantée, soit moi je repeins, je refais et en fait, quand tu vas au bout du scénario de ce qui te bloque, tu te rends compte en fait qu'il y a pas de problème, que tu vas vraiment au bout. Tu dis: «Bah, tu apprends et comment tu remontes de ça?» Le problème, c'est quand tu t'arrêtes à: «OK, je me plante et c'est horrible et je suis pas légitime et mmh, blablabla». Non, va au bout. ouais. Bah, mon psy me dit tout le temps: «Ça avance, faut que ça avance chez vous, faut toujours». Donc bah, ouais, je sais, c'est dingue, ça avance, ouais. Il faut toujours aller de l'avant, mais et en plus, c'est vrai que quand tu avances, bah, tu as plein d'autres choses qui te tombent dessus. Je te dis: «Mais c'est génial, quoi, en fait». Parce qu'effectivement, quand tu restes bloqué, bah, du coup, tu fermes toutes les portes. Alors que quand tu les ouvres et que tu continues à les ouvrir, bah, en fait, en ricochet, ça te ramène plein d'autres opportunités, ça te ramène des idées. Alors c'est peut-être pas du concret dès le début, mais un projet en amène un autre, des choses que Mmh. tu imaginerais pas faire. Heu et c'est vrai que c'est génial. Là, justement, je prépare une exposition et je voudrais faire une statue, donc l'exposition, c'est des planches de plexiglas qui vont recouvrir, en fait, les fenêtres d'un cloître et du coup, je voulais faire une sculpture en plexiglas et découper des formes et les coller entre elles. Très compliqué, du coup, il faut que je réinvente et réimagine un système pour que ça tienne debout et cetera et en fait, j'ai dû passer, je pense 4 heures à faire des dessins et à essayer de chercher un stratagème pour que ma sculpture tienne et c'est vrai et c'était énervant, hein, parce que je dis: «Oh là là, c'est je trouve pas la solution» et puis, bah, j'ai été bloquée d'ailleurs. Donc je suis allée voir mon voisin qui est très bricoleur. Je lui dis: «Qu'est-ce que tu en penses de mes plans?» Il était perdu. Donc je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres à appeler», donc j'ai appelé une autre personne, et il m'a dit: «Bah, vas-y, passe à l'atelier», donc je suis allée à l'atelier, il a tout vu et tout. Hop, on a trouvé la solution, et là, cet après-midi, bah, du coup, je vais commencer ma sculpture, et on a trouvé les solutions. Donc alors, je pense qu'en créant la sculpture, parce qu'elle va être assez complexe, je vais me confronter à d'autres problèmes. Mais en fait, quand on voit qu'on arrive à déjà surmonter un problème, bah, en fait, on se dit: «OK, j'en ai surmonté un, bah, ça veut dire que je peux tous les surmonter parce que la vie n'est pas faite que d'un seul chemin» et c'est aussi ça Mmh. ma supernova, c'est cette ligne blanche qui détourne toutes les formes. En fait, parfois, tu es dans un espace avec toutes ces expériences et ces émotions, mais tu peux en sortir. La ligne, elle s'arrête pas qu'à cet espace. Elle va encore dans plein d'autres zones et pour moi, c'est vraiment ça de se dire: «Mais en fait, cette émotion et cette expérience, elle en touche une autre là, qui sort de cette zone-là». Donc en fait, essaie d'aller dans cette zone-là parce qu'elle va t'ouvrir l'opportunité à plein d'autres choses et c'est vrai que je pense que je visualise ma vie, vraiment comme ça. C'est super parce que Ah, c'est c'est trop cool. vraiment quelque chose qui te caractérise par rapport à tout ce qu'on entend là. C'est que la plupart des gens, quand ils voient et qu'ils surmontent un problème, bizarrement, ils oublient en fait ce qu'ils ont vécu, derrière.
Ils oublient les difficultés et c'est j'ai surmonté, je vois le problème d'après, mais je vois pas. Et toi, de ce que tu nous expliques, c'est comme si tu avais vraiment conscience, de tout ce que tu as surmonté, de tous tes petits quick wins, de toutes ces étapes et de se dire: «Bah, oui, donc du coup, je peux continuer parce que, bah, je sais, j'ai intimement à l'intérieur de moi, tout ce que j'ai traversé». C'est vraiment ancré chez toi, enfin, en tout cas, je le ressens, quoi. Ouais. C'est peut-être Donc spontané parce que c'est vrai que quand j'ai un problème, je pense pas à mes problèmes d'avant, hein, mais je pense que alors j'ai peut-être pas une énorme confiance en moi tout le temps, mais je pense par contre que je crois énormément en moi et il y a une différence entre avoir mmh, confiance et croire en soi. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a une différence bien sûr. et moi aussi, si j'ai envie, je peux me bloquer dans plein de choses, mais Mmh. bah, là où je vois que je suis bloquée, bah, je décide de changer d'axe et me tourner peut-être vers quelque chose d'autre ou bien, comme les filles de votre podcast, juste avant moi, c'est marrant parce qu'elles, pour le coup, elles ont une vie enfin, elles ont une approche, complètement différente de la mienne. Elles sont plutôt introverties, timides. Donc moi, c'était vraiment marrant de voir, bah, justement la vie assez, entrepreneuriale de quelqu'un qui va pas aller, taper aux portes, chercher, être plus dans la demande et cetera comme moi. Et en fait, de son blocage, de son trauma, enfin, ou c'est peut-être pas un trauma, mais de sa fragilité, elle en a tiré un business, une force, elle a créé son jeu de cartes, qui en plus de ça, lui sert. Donc encore une fois, créer le contenu, que tu aimerais avoir, voir, utiliser. Et donc finalement, en fait, il y a plein de systèmes qui permettent quand même de se dire: «OK, alors soit j'ai un blocage, je le transforme en force, soit j'ai un blocage, il m'a saoulé, je vais le casser et je saute l'obstacle et je vais de l'avant, quoi». Trop cool. Alors on arrive à la clôture de cet épisode qui pourrait durer encore des heures. On a 2 petites questions à te poser, Ouais. spontanées, comme tu es. La première, c'est, qu'est-ce que tu murmurerais à la petite Bianca du début? Je pense que je lui dirais de continuer de croire en ses rêves et en même temps, je pense que ce murmure a toujours été à côté de moi parce que j'ai toujours cru que j'arriverais, là où je voulais aller et aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc c'est depuis 2 ans, je dirais que je commence à vraiment avoir, ce que je veux. Donc crois en toi et en tes rêves. C'est quoi la phrase ou l'idée qui t'accompagne chaque jour? Alors moi, c'est très visuel, en fait, je tous les jours, quand je regarde le monde, la vie, je m'émerveille devant des petites choses et je pense que c'est plutôt ça, c'est de me dire, là, j'ai un bouquet de fleurs, ben, je vois le détail de la fleur, quand je sors dehors, je regarde le ciel, les nuages, j'ai quelque chose avec les nuages d'absolument incroyable, ça me fascine, les formes que ça peut créer. En fait, je vois vraiment la beauté et même quand je conduis, il y a des moments où je suis vraiment là et je me surprends à être dans l'admiration de ce que je vois dans mon quotidien. Donc je pense que c'est vraiment ça, heu, qui m'accompagne tous les jours. Merci vraiment de ce moment, de cet épisode que tu as fait avec nous. Un grand plaisir de t'avoir accueilli. Bah, merci à vous. On va mettre toutes tes infos sur la description, pour pouvoir te suivre. Tu es sur Instagram. On mettra le lien de ton podcast aussi pour ceux qui veulent, peut-être les férus, d'histoire de l'art ou ceux qui ont vraiment envie de découvrir, l'histoire des artistes qui ont construit ce monde. Hem, Merci Bianca, du fond du cœur. C'était un super moment. J'espère que vous avez aimé ce moment et que ça vous a apporté des choses. Ouais. Ben, merci beaucoup à vous aussi et je vous souhaite, plein de belles, rencontres aussi dans votre projet. Faut aller écouter d'ailleurs le premier épisode de votre podcast pour tout comprendre, et puis, franchement, c'est génial de proposer ce genre d'avoir ce genre d'initiative et proposer ce genre de contenu donc, merci aussi de mettre en lumière, les femmes entrepreneuses, de notre génération. Merci pour ton soutien. Ça Ouais. a beaucoup de valeur. C'est, une des valeurs importantes de Race Sisters.
Et si je pose une question aux Rice Sisters, là maintenant, en commentaire, euh, je pense que ce serait s'il y a un truc que tu dois retenir de cet épisode qui peut t'accompagner dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? Oui et puis surtout, si jamais quelqu'un, a besoin, enfin, si quelqu'un veut me parler, je suis très ouverte à ça. Moi, j'adore, vous savez, j'adore parler, donc et j'adore aider. Donc si je peux aider, si je peux donner des conseils, enfin, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, même on peut se téléphoner, se rencontrer si c'est à Marseille, mais voilà, je pense aussi et je crois et je pense que c'était le tips que je voulais dire tout à l'heure. Je crois en le fait d'aider, et de recevoir en fait, en retour parce que quand finalement on aide, ben, on se rend pas compte, mais il y a toujours quelque part quelque chose qui va nous permettre, enfin qui on va avoir une redevance à un moment donné ou à un autre et faut pas le faire pour ça, mais ça se produit tout le temps et en fait, si tout le monde aide ou si tout le monde aidait tout le monde, je pense que le monde, bah, se porterait tellement mieux parce que ce serait justement ce ricochet de bienveillance et c'est peut-être un peu utopique, mais je suis persuadée que si tout le monde voulait faire le bien et ben, voilà, on serait dans un cercle super vertueux, Mmh. et ce serait génial. Tout à fait. C'est pas si utopique que ça, parce que nous aussi on partage ces valeurs-là de le soutien, c'est important et d'aider, c'est important. Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut créer cette communauté-là avec Elisabeth. Donc, on te rejoint tout à fait dessus, sur, le troc existe, le soutien existe et c'est important d'aller demander aussi, d'oser demander, de l'aide pour pouvoir, se dire: «Mais en fait, quel bénéfice j'ai en retour, quoi, quand je demande de l'aide?» Enfin, pas forcément en retour dans l'intérêt des autres, mais intérieurement, quoi. C'est puissant. Donc, on te Ouais. rejoint complètement. Merci, vraiment. Trop cool. Eh ben, merci pour votre écoute et ce moment passé ensemble. On se retrouve pour un prochain épisode. À très vite. Yes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, les Rice Sisters. Si tu veux continuer à élever ton énergie, ton business et ta confiance, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux plus d'informations sur notre communauté, rien de plus simple. Le lien est dans la description de cet épisode. C'était Jasmine et Elisabeth. Ensemble, on se relève, on s'inspire et on rayonne.